Bah écoutez, moi je propose que pour cette troisième partie, on parte avec un truc qui a absolument rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, puisque je vais encore une fois vous parler de jeux vidéo, mais plus Oh, précisément je vais vous parler de musique de jeux vidéo. Voilà. oh Donc je oui! vais aborder un jeu vidéo sous le prisme de sa bande originale. Mhm. Et ce jeu vidéo, c'est The Witcher 3, et plus précisément le deuxième DLC de The Witcher 3 qui s'appelle Blood and Wine. C'est très cool comme titre. Très 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 cool, on est dans le thème en plus, Ah ouais, c'est très non, cool. ça fait un peu le prochain Die Hard, quoi. C'est ça. Beer and wine. Donc voilà, bon, juste pour resituer un petit peu The Witcher 3, le jeu est sorti en mars 2015, comme son nom l'indique, c'est le troisième volet de la saga The Witcher, adapté de l'œuvre littéraire de Andrzej Sapkowski et développé par le studio polonais CD Projekt Red, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps pour le fiasco qui a été Cyberpunk 2077. Bref, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG à la troisième personne en monde ouvert. On y incarne Geralt de Rive, qui est sorceleur. Alors, sorceleur, juste pour faire très très simple, c'est un chasseur de monstres qui doit, dans The Witcher 3, sauver sa fille adoptive, Ciri, de la chasse sauvage. La chasse sauvage, c'est une armée qui tente d'envahir le continent. Et il se trouve que Ciri possède un pouvoir qui pourrait permettre à la chasse sauvage d'envahir ce continent, quoi. Mais voilà, le jeu est un énorme succès, près de 30 millions d'exemplaires vendus sur tous les supports. Il s'impose comme le nouveau porte-étendard du RPG après Skyrim. Et quelques mois après sa sortie, le jeu accueille deux DLC, un qui s'appelle Hearts of Stone et qui est sorti fin 2015, et un an plus tard, Blood and Wine. Donc les deux DLC peuvent être entamés dès le début du jeu, mais il est préférable, si jamais vous vous mettez la main sur The Witcher 3, il est préférable d'attendre d'avoir bien progressé dans le jeu ou carrément d'avoir terminé la quête principale de The Witcher 3 pour commencer ces DLC. Surtout pour celui qui va nous intéresser, à savoir Blood and Wine. Le premier DLC, Hearts of Stone, propose une nouvelle campagne avec de nouveaux personnages, de nouveaux objets, des monstres, etc. Toujours situé dans la région de Witcher 3 qui s'appelle Velen, qui est la carte principale du jeu. Donc Hearts of Stone est toujours situé à Velen. L'aventure est ouais, assez plaisante, c'est un petit prolongement de la durée de vie, à peu près 10 heures de durée de vie en plus selon les développeurs, mais ça révolutionne pas le jeu. Tu évolues toujours dans la même carte, mais tu rencontres de nouveaux personnages. Bon, c'est quand même agréable à jouer, mais voilà, ça s'arrête là. Et puis débarque Blood and Wine en mai 2016, qui propose lui aussi une nouvelle aventure pour Geralt. Et la meilleure chose, si jamais vous voulez jouer au jeu, c'est de commencer cette aventure après avoir terminé la quête principale de The Witcher 3. Et donc, qu'est-ce que raconte Blood and Wine? Bah, en fait, suivant la fin que vous avez choisie pour le jeu principal, que ce soit heureuse ou malheureuse, ben, Geralt est toujours en gros un sorceleur vagabond qui va de contrat en contrat à Velen, donc dans cette région principale et ses environs. Et un jour, il intercepte en fait un message de la part de chevaliers, en fait, de chevaliers qui sont originaires de la région de Toussaint, qui est une région qui se situe au sud du continent, des chevaliers voilà, en armure rutilante et tout, lui demandant de les rejoindre dans un village des environs afin de régler une petite affaire. Donc Gérald se rend dans ce village des environs, il rencontre les chevaliers. La petite affaire en question, c'est juste faire fuir des bandits qui sévissent dans la région. Ils les font fuir, et ensuite les chevaliers informent Gérald que la duchesse de Toussaint souhaite lui proposer un contrat. En fait, il se trouve que dans la région de Toussaint, il y a une bête féroce qui commet des massacres horribles parmi les nobles habitants de Beauclair. Beauclair, c'est la capitale de Toussaint. Et Gérald va donc devoir se rendre à Toussaint et dans sa capitale Beauclair pour enquêter sur ces meurtres en série et arrêter ce qu'on appelle la bête de Beauclair avant qu'elle ne tue à nouveau, quoi. Mhm. Donc Gérald accepte le contrat et voyage vers la région de Toussaint. Et c'est là en fait la première nouveauté de ce DLC. On quitte les plaines mornes et dévastées par la guerre de Velen. Un décor qui est d'ailleurs inspiré par la campagne polonaise, parce que The Witcher c'est une création polonaise d'un auteur polonais. Ah, Donc on quitte ces plaines mortes et dévastées pour entrer dans une région très ensoleillée, verdoyante, bordée de vignobles à perte de vue et à l'ambiance méditerranéenne. D'ailleurs, la région de Toussaint est inspirée du sud de la France et de l'Italie.
Et on s'aperçoit vite que la superficie du jeu et sa durée de vie a été largement décuplée. On parle d'à peu près 30 heures de jeu supplémentaires, une toute nouvelle région avec des villes, des villages, des donjons, etc. Et la ville de Beauclerc, donc la capitale de Toussaint, est inspirée de villes italiennes comme Rome ou Florence et te donne, que ce soit la ville ou la campagne, l'impression de te balader en fait dans un tableau de Van Gogh. Juste. Donc, imagine-toi, tu évolues pendant quasiment une centaine d'heures, parce que la durée de vie de The Witcher 3 est déjà quand même assez énorme, mais dans des décors assez mornes, assez mélancoliques en fait. Et c'est pas une critique envers les décors du jeu, quoi. Ça participe vraiment à l'univers qu'ils ont créé, à l'écriture des personnages et tout. Et là, juste, tu débarques dans cette région, et tout d'un coup, le jeu il se met à avoir des couleurs hyper pétantes, et tu vois du ciel bleu, sans nuages, tu vois du soleil, et tu te dis, mais merde, mais je suis en train de jouer à un autre jeu, en fait, quoi. Et c'est ça qui est complètement fou. En plus, tu as ce nouveau scénario donc, qui t'emmène dans cette région, qui est toujours un scénario très fidèle à l'esprit de The Witcher, hein, donc avec Geralt qui se pose toujours à peu près les mêmes questions sur qui est le plus cruel entre les gens que je sers ou les gens que je suis en train de buter. Se balader à Toussaint, c'est vraiment aller d'émerveillement en émerveillement. C'est grâce notamment à un ajout de taille, c'est sa bande originale, en fait, qui va accompagner le joueur tout au long de son aventure. Et d'ailleurs, la bande originale, c'est un des premiers trucs que tu notes, en fait, quand tu commences le DLC. Donc tu débarques dans ce paysage complètement idyllique, et là, tout d'un coup, le style musical change. Pas complètement, parce qu'on reste dans une cohérence par rapport à la musique que tu as entendue précédemment dans The Witcher, mais le jeu il doit quand même une bonne partie de son ambiance et son sens de l'émerveillement à sa bande originale. Donc voilà, pour resituer un peu la bande originale de The Witcher, elle est signée par les compositeurs du jeu original, qui sont des compositeurs polonais, qui bossent beaucoup pour CD Projekt Red. Il y en a un qui s'appelle Marcin Przybyłowicz et un autre qui s'appelle Mikołaj Stroiński, et qui ont d'ailleurs signé la BO de Cyberpunk. Mais en plus de ces deux compositeurs, tu as aussi la participation d'un groupe de folk polonais qui s'appelle Percival, et qui ne tient pas son nom du chevalier de la table ronde, mais d'un personnage de The Witcher. Donc ils sont, voilà, c'est un groupe de folk et tout, de musique médiévale et tout, mais qui est très très lié en fait à l'univers de The Witcher, parce que il s'inspire directement du bouquin original, quoi. Et qui apporte le côté médiéval et fantasy à The Witcher, en apportant des vieux instruments comme de la lyre, du luth, de la vielle à roue, mélangés des instruments un peu plus modernes comme de la guitare électrique. Voilà, juste si vous avez déjà joué à The Witcher, les voix féminines qu'on entend dans la bande originale, et vous saurez desquelles je veux parler, proviennent des chanteuses du groupe Percival. Juste pour l'anecdote, selon un des compositeurs de la musique, une bonne partie en fait de la musique de The Witcher 3 est due à une complète improvisation. Les mecs se sont enfermés en studio pendant plusieurs jours avec des instruments et des micros et ont enregistré absolument tout ce qui leur passait par la tête. Grosse improvisation, on a eu près de 4 heures de musique enregistrée selon un des compositeurs. Mais pour Blood and Wine, ils ont été rejoints par un autre compositeur qui s'appelle Piotr Musial, qui a notamment bossé aux États-Unis et en Angleterre, notamment sur des séries télé comme Penny Dreadful par exemple, ou sur d'autres jeux vidéo du studio polonais, notamment 11-Bit Studios. Il a composé par exemple la musique de This War of Mine ou de Frostpunk, que je vous recommande d'essayer, notamment This War of Mine. La musique a beaucoup d'importance dans This War of Mine et c'est un jeu absolument incroyable. Bref, et Musial avait déjà orchestré le score initial de Witcher 3, mais devient ici compositeur à part entière. C'est assez difficile de savoir ce qu'il a apporté réellement à Blood and Wine en termes de style, parce que comme je t'ai dit, le style reste à peu près sensiblement équivalent à ce qu'on avait vu dans le jeu original. En revanche, il apporte des thèmes de combat dans le style des compositions précédentes, mais aussi et surtout des musiques d'ambiance. Et en fait, ce sont les musiques d'ambiance qui pour moi constituent tout l'intérêt de la bande originale de Blood and Wine. C'est des pistes qui se distinguent des autres grâce notamment à de nouveaux instruments. Il va jouer de l'accordéon, le mec. il va apporter l'accordéon. Mais justement, Toussaint, c'est des influences du sud de la France et de l'Italie. Donc voilà, l'accordéon, il vient vraiment renforcer ce côté, disons-le complètement carte postale, mais ce côté un petit peu terroir français en fait. Et ça sonne très 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 bien, quoi. Mais justement, la région s'appelle Toussaint.
Le château s'appelle Beauclair et il y a énormément de nouveaux lieux dont le nom est complètement français. Tu as un cimetière, ça va être le cimetière de la Mère Lachaise, tu vois, par exemple. Ah ouais. Donc il va vraiment s'inspirer de trucs très 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 spécifiques de la France. Donc voilà, l'influence elle est complètement explicite. Donc voilà, la musique de Piotr Musial va vraiment venir sublimer Beauclair et sa capitale et l'expérience du joueur, quoi. Ce sont des morceaux, ce sont les morceaux en fait les plus identifiables du DLC, car elles font toute la signature musicale de ce DLC et de cette région. Voilà, si on peut faire un seul reproche à cette musique, c'est qu'elle n'est pas adaptive. Mais ça, c'est un problème qu'on rencontre un peu dans The Witcher 3, c'est que tu peux jouer au jeu sans aucune musique et tout d'un coup, sans aucune raison, bah, tu vas avoir une magnifique musique qui va se déclencher alors que tu n'as rien fait de particulier. Tu vois. Genre, ça c'est plus un aparté. Mais la musique adaptive dans le jeu vidéo, c'est un truc qui est assez ouf et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ce que c'est. Comment tu écris une musique pour un jeu vidéo où c'est le joueur qui va créer l'action lui-même. Comment tu vas faire en sorte que la musique suive l'action de ton personnage et ne soit pas complètement bordélique. Tu restes en fait dans le même thème, mais tu le modifies. Tu sens que c'est la même musique, mais qui prend une intonation différente suivant la situation que tu rencontres. Un des premiers studios à avoir fait ça, c'était LucasArts, avec The Secret of Monkey Island, dont j'avais parlé dans le premier podcast, où en fait, là c'est un point and click, tu évolues de tableau en tableau, et en fait, suivant le tableau, c'est toujours la même musique, mais si tu es dans un autre tableau, tu as un instrument qui va se rajouter en plus. Et là, ton thème va un petit peu changer. Si tu vas dans une autre pièce, hop, ce sera toujours la même musique, mais avec des petites subtilités en plus. C'est ce qu'on appelle la musique adaptive. Voilà, c'est pas le cas sur un truc comme The Witcher 3. Mais voilà, donc la musique reste quand même très 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 chouette. Et je crois que c'est la première fois que j'ai noté ça dans The Witcher 3 après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Il jouait en fait la différence entre l'intra et l'extra-diégétique, c'est-à-dire que tu as vraiment des musiques qui sont là uniquement pour illustrer et d'autres qui appartiennent vraiment au jeu, qui se déroulent dans l'intrigue du jeu, où tu as vraiment, pour donner un exemple concret, tu es en train de te balader dans Beauclair, tu as une musique qui est en train d'être jouée, très très cool, puis tout d'un coup tu arrives au marché de Beauclair. Et là, la musique évolue, on passe sur un autre thème, et là, tout d'un coup, t'as ce bon vieux Gérald qui... il est sympa cet air, tu vois. Et là, tu dis, la musique est véritablement dans le jeu. Genre, il y a certainement un orchestre dans le marché qui est en train de jouer ce truc. Ce que j'avais pas noté dans la première version du jeu, en fait, quoi. Et justement, je prends cet exemple, c'est pas anodin. Le fait d'avoir cette musique vachement agréable et d'avoir le personnage de Gérald qui réagit à ça, ça te dit aussi des trucs sur Gérald, qui est un personnage complètement de flic hard-boiled, mais du Moyen-Âge, genre qui est un peu terre-à-terre et tout, qui s'en fout un peu de tout, machin. Et tout d'un coup, t'as ce personnage-là qui arrive dans cette nouvelle région, où il y a du soleil, où il y a des couleurs, où c'est magnifique, et même lui, il se surprend lui-même à s'émerveiller en fait devant des tout petits trucs. Où t'as vraiment ce personnage qui est... Ah, c'est bien quand même, tu vois. Alors que tu l'as vu genre râler et souffrir pendant tout le jeu, il se met un petit peu à kiffer. Donc voilà, pour conclure, si j'ai quelques pistes à vous conseiller, il y a une piste qui s'appelle Fort Toussaint qui est très 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 belle. Il y a The Banks of Sans Retour. Et surtout, le principal morceau de musique de Blood and Wine s'appelle The Slopes of the Blasher, qui est extraordinaire. Écoutez la bande originale de Blood and Wine, c'est vraiment un petit régal et c'est une très très bonne introduction à ce magnifique DLC. Et pour finir justement, sur The Witcher 3 et sur le DLC, ce qui est bien de faire, c'est de commencer Blood and Wine quand vous avez fini le jeu, puisque Blood and Wine représente la véritable fin de The Witcher 3. C'est le deuxième et dernier DLC de The Witcher 3. Si vous êtes un petit peu frustré par la fin du jeu original, foncez sur Blood and Wine, car il met vraiment fin à l'histoire de Geralt de Rive, à une histoire qui s'est étendue sur une dizaine de bouquins et 3 jeux vidéo. Voilà, Blood and Wine, c'est juste la fin de The Witcher. Et c'est une très très belle fin pour ce personnage qui a quand même connu beaucoup de merde. Une belle petite retraite pour ce perso, quoi. Voilà. C'est beau. Tu m'as fait un peu rêver, tu m'as fait un peu envie de jouer à Witcher 3. J'ai jamais joué, mais... On peut le trouver sur Steam, tu conneries comme ça? Je connais pas. Moi. Sur Steam, sur PS4, Instant Gaming, Xbox, sur Instant Gaming, il y a moindre coût. Ouais, voilà, écoute, c'est tout pour moi pour la bande originale de Witcher 3, Blood and Wine.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? On vous souhaite de regarder de bons films, hein, évidemment. Bonne chance. Comme toujours. On espère que les quelques films dont on vous a parlé, les quelques films aux jeux vidéo, occuperont vos soirées, vos week-ends, vos confinements et tout team. Je voulais juste glisser un petit truc. Ma partie sur Call of the Wild n'aurait pas été possible sans l'aide très précieuse de Adrien Cotla, de la chaîne YouTube La Boîte à FX. Donc voilà, un gros merci à toi Adrien, et je vous intime d'aller visiter sa chaîne qui s'appelle La Boîte à FX sur YouTube. Je pense pas avoir vu de meilleure chaîne YouTube, en France du moins, sur les effets spéciaux. Il est très complet, très technique, mais extrêmement cinéphile. Enfin, je veux dire, c'est un type qui bosse dans les effets spéciaux, qui adore ça. Et voilà, ce sont des vidéos qui transpirent de boulot et de cinéphilie. Donc je peux que vous conseiller d'aller visiter sa chaîne La Boîte à FX si vous voulez en savoir plus sur les effets spéciaux. Et en attendant... J'aimerais bien moi remercier Nicolas Cage pour ma partie dans Next et pour l'écriture de ma partie, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a révélé, qui m'a apporté tout ce que je sais du monde, l'amour des drogues, l'amour de l'alcool. Merci Nick. Merci Nick. Écoutez, pour clore ce 5e numéro de Lock & Pop, et vu que je viens de vous parler de la bande originale de The Witcher 3 Blood and Wine, j'ai envie qu'on close cet épisode sur un des morceaux de cette bande originale qui n'est pas inclus dans l'album officiel de Blood and Wine, mais qui s'appelle Beauclair Castle, que vous pouvez écouter sur à peu près toutes les plateformes, je pense, et qui est, vous allez le voir, absolument magnifique et très très épique. C'était Lock & Pop épisode 5, à plus. À très vite. Bye.